Bienvenue au podcast Jason Rando avec Joe et Lavio, le podcast officiel de passionnés de rando. Nous jasons de tout ce qui vous passionne dans le merveilleux monde de la randonnée. Bonjour tout le monde, bienvenue à Jason Rando, Ben ouais. notre première édition de 2026. Ouais, c'est vrai, premier enregistrement pour 2026. Fait que bonne année à tout le monde. Bonne année On tout sait le pas monde. à quel moment vous allez l'écouter, mais c'est le premier, fait que C'est ça. bonne année. Bonne année, beaucoup de randonnées, d'aventures cette année. Oui, de projets, Ouais, beaux projets, tout ça. puis de santé pour aller avec tout ça, c'est important. C'est important. On l'oublie des fois, mais c'est important. Fait que aujourd'hui, je laisse le contrôle du podcast à mon ami Jonathan. Vous allez comprendre un peu vite pourquoi, fait que je te laisse aller. Ben oui, super. Fait qu'aujourd'hui, on va parler, entre autres, d'un sentier de randonnée qui est très, très connu, très populaire et très difficile. Donc, on reçoit Eric au podcast Bonjour, bonjour. qui va être là pour nous parler de son aventure sur le GR20. Mais avant, on va commencer pour ceux qui connaissent moins le GR20, Eric va nous expliquer un peu, puis je vais te laisser commencer. Dis-nous, dans le fond, le GR20, c'est quoi? Le GR20, c'est un sentier de randonnée qui est en Corse, donc un territoire français. Ouais, il y a une île de France. Exactement. Et dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, le terme GR veut dire grande randonnée. Et le numéro, il y a une numérotation quelconque de ces sentiers-là, probablement au fur et à mesure qu'ils sont apparus. Le GR20, on en entend parler beaucoup sur notre groupe, sur Passionnés de rando. Un sentier qui est très populaire parce que c'est un sentier qui est magnifique. Un sentier qui fait environ 170 km de long, mais qui comporte, dépendant des variantes que vous décidez de prendre ou pas, peut faire entre 12 000 et 14 000 mètres de dénivelé positif. Donc, c'est tout un sentier. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas facile. Non. Fait que si on parle un peu statistiques, comme tu as dit, c'est 10 à 12 000, de 12 à 14 000 mètres. Ouais, de 12 à dénivelé, 14 000 mètres, 170 km à peu près. Combien de temps en général que ça prend à faire? Ben, c'est ça. Là, dépendant de quel mode les gens vont prendre pour le faire, vous allez avoir des gens qui peuvent peut-être le faire en 6-7 jours, comme il y en a d'autres qui vont le faire en 14-15 jours. Ça va vraiment dépendre. Tu sais, mettons, comme quelqu'un comme moi qui était en autonomie complète, c'est un peu fou de penser de faire ça en 6-7 jours, alors que quelqu'un qui se promène d'un refuge à l'autre et qui fait juste amener son sleeping bag, qui mange dans les refuges, qui dort dans les refuges, qui se procure sa nourriture dans les refuges, va probablement à ce moment-là pouvoir le faire plus rapidement, mais ça devient, on en reparlera tantôt, là, mais ça devient des journées assez solides en termes de dénivelé puis de distance lorsqu'on se met à ce qu'on appelle à doubler les étapes. Parce que techniquement, il y a 16 étapes officielles. Puis là, les gens vont décider, dans le fond, s'ils doublent, puis tout ça, ouais. Puis aussi, souvent, il y a une nouvelle mode de courir le GR20 aussi pour les passionnés de la trail. Donc, souvent, 6 jours et moins ou 7 jours et moins, c'est souvent plus en course. Oui, ça, j'en ai vu là, des gens qui le faisaient. C'est des méchantes machines. Oui, clairement. Mais, tu sais, on parlait de statistiques aussi. Statistiquement, le GR20 est considéré comme le plus dur sentier de randonnée en Europe. Il y a des gens qui remettent souvent ça en question parce que, en Italie, on s'entend que dans les Dolomites, il y a des choses assez spectaculaires. Ouais. Mais le GR20, ce qu'il y a de particulier, c'est la combinaison d'un terrain qui est extrêmement accidenté, du dénivelé cumulé positif et négatif, des distances, de la température qui peut être quand même très chaude. Moi, j'étais là dans une vague de chaleur, là, on pourra en reparler tantôt, qui rend ce sentier-là vraiment très difficile. Puis je peux vous confirmer que c'est pas surfait
comme réputation. Puis c'est pas surfait non plus comme beauté de sentier. Puis il y a environ, si on prend toutes les statistiques, là, il y a entre 30 et 50% des gens qui vont entamer le GR20 qui ne vont pas être capables de le compléter. Ouais. C'est quand même assez élevé comme taux d'échec pour un sentier qui est quand même ouvert à tout le monde. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas quelque chose de fermé, techniquement difficile. Ou, ouais. Super. Puis pourquoi que toi, tu as choisi le GR20? Genre, on parle comme échec, difficulté, tout ça. Pourquoi tu as choisi ça, toi? Moi, le GR20, dans le fond, à la base, c'était le projet que je voulais faire. Je n'avais entendu parler énormément. J'ai des amis qui l'ont fait. Puis avec tout ce que j'entendais comme commentaire, je me suis dit, c'est clair qu'il faut que j'aille faire ce sentier-là un jour. Mais tu me connais, les autres qui me connaissent savent que ma devise, c'est plan à la con, là. Fait que moi, quand je me suis dit, ben tout le monde fait le GR20, qu'est-ce que je pourrais potentiellement faire de plus? Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que le GR20, quand on regarde l'île de la Corse, le GR20 ne fait pas la traversée de l'île. Il part d'un point au nord-ouest de l'île, qui est à peu près au tiers. Si on prend l'île, on la sépare, le tiers supérieur, le milieu, puis le bas. Bien, il va partir entre le tiers supérieur et le milieu à l'est. Et il va traverser comme un peu en diagonale pour se rendre jusqu'au sud-ouest, au début du dernier tiers. Donc, ça ne traverse pas l'île au complet. Moi, dans le fond, j'avais fait la traversée de l'île de Madère et tout ça. Et je m'étais dit, il doit y avoir un moyen de traverser l'île en entier. Et là, vous allez voir, mon film s'en vient bientôt. J'ai effectivement fait la traversée de l'île de la Corse en entier, du point le plus au nord au point le plus au sud, en passant par le GR20. Donc, oui, oui, je voulais faire le GR20, mais j'ai décidé de faire quelque chose de plus gros qu'uniquement le GR20. Ah, super. Puis, t'as-tu fait apparaître toutes les sections du GR20 ou on en faisait comme ça, il y a des petits bouts qui manquaient? Moi, non. Moi, dans le fond, ce qui m'a manqué, c'est la première journée. Mais même pas la première journée, parce que c'est dur de... On peut pas calculer ça en journée, parce qu'il y a des gens que leur première journée, c'est 2 étapes. Ouais. Et la plupart des gens, ils vont faire juste la première étape. Donc, moi, je suis arrivé à la fin de la première étape. J'arrivais d'un col, donc moi j'arrivais dans le fond de l'ouest de l'île, j'ai comme traversé pour me rendre jusqu'au GR20, puis je suis arrivé à la fin de la première étape, vraiment la première étape, donc j'ai manqué peut-être un 12 km du début. Et j'ai sorti à la fin de l'avant-dernière étape, donc la dernière petite section encore là d'une 15-20 km qui restait, qui est majoritairement très facile, parce que ça fait juste descendre. Quoique juste les descendre, c'est quand même dur. Oui, c'est ça. Sur aussi longtemps, ça doit être... Ça fait que j'ai sorti là, à cet endroit-là. Donc, je dirais que j'ai fait 95% là, du GR lui-même. Super. Ça a été quoi ton expérience du GR20 en général? T'as trouvé ça comment? Mon Dieu. On appelle ça l'île de la beauté. C'est pas pour rien qu'on appelle ça comme ça. Comme je disais tantôt, la réputation est vraiment pas surfait. C'est un sentier qui est incroyable. Tu sais, il y a des gens qui vont dire « Ouais, le sud est-tu plus beau? Le nord est-tu plus beau? » C'est tout beau. OK, on va régler ça tout de suite. C'est tout beau. Toute l'équipe. Toute l'équipe. Puis on passe par un paquet de paysages. Il y en a qui disent « Ah, c'est juste de la montagne, c'est juste de la roche. » Non, c'est pas vrai. Tu passes par des rivières, tu passes par des forêts, tu fais beaucoup de up and down, donc tu redescends en bas des montagnes, dans des terrains qui sont un peu différents. Oui, c'est sûr que le terrain lui-même, ça reste que c'est un terrain rocailleux, ça reste que c'est un terrain que majoritairement est presque toujours dégagé. Donc, moi, ça, c'est ce que j'aime, là. J'aime moins être dans la forêt pendant des jours de temps, puis arriver au sommet, puis avoir 2 degrés de vent, 2 arbres. Ça m'intéresse moins depuis que j'ai fait de la montagne, mais moi, je tripe sur le dégagé. C'est ça, les vues dégagées, voir en 360 un peu partout. Exactement. Fait que non, ça a été une expérience incroyable, mais aussi, il n'y a pas juste, c'est comme la réputation de la beauté de tout ça, des vues incroyables, parce qu'il y a des moments donnés, là,
tu es sur les montagnes et tu vois la mer des deux côtés de l'île. C'est capoté. Sur le Cap Corse, entre autres, qui fait pas partie du GR20, mais qui faisait partie de mon trek, c'est ça, 50-60 km de large. Là. Fait que quand j'étais sur le dessus des montagnes, tu vois vraiment littéralement l'eau d'un bout à l'autre. Fait que c'est vraiment intéressant, mais le niveau de difficulté, j'ai réalisé à quel point il est là, il est présent. C'est un sentier qui, techniquement, est très difficile. T'es dans la roche, t'es dans la garnotte, des bouts, il y a des chaînes, des petits bouts d'échelle. C'est pas facile. Les montées sont extrêmes, les descentes sont extrêmes. Tu sais, il n'y a pas de zigzag là, comme ailleurs en Europe. Il y a une montagne, OK, on monte là. Fait que si dans ta journée, tu as 1000 quelques mètres de dénivelé positif, souvent tu as 1000 mètres de dénivelé négatif, ben c'est ça, puis après ça, c'est ça. Fait que c'est vraiment, mettons, un 1000 mètres sur 4-5 km, puis une redescente sur 4-5 km. Fait que c'est ça là, qui rend le GR20 très difficile. Puis il y a des endroits, là, écoute bien, où que moi, ça m'a pris, tu sais, mettons 5-6 heures à faire. Puis tu sais, je prenais quand même relativement mon temps. C'est sûr que mon pas à moi lent est souvent le pas médium et même rapide de d'autres. Ouais, c'est ça. Mais ça reste que des gens, des fois, qui ont pris presque le double pour faire la même étape. Souvent parce que c'est très vertigineux comme sentier. Très vertigineux. Il y a des endroits, là, très régulièrement où tu regardes à côté de toi, puis tu marches à flanc de montagne, puis tu te dis, si je pique pas mon bâton à bonne place, puis je perds l'équilibre, tu déboules longtemps. Là. Fait qu'il y a des gens qui ont eu des crises de panique, des gens, des dames, j'ai entendu parler, qui avaient même sur certaines sections, qui avaient pleuré sur certaines sections. Puis j'ai pas de misère à le croire, parce que lorsque j'ai passé dans certaines de ces sections-là, j'ai fait « OK, oh my God, là... il y a du monde qui vont passer ici, puis comme on dit en bon québécois, ils vont s'ennuyer de leur mère. Là. Fait que oui, c'est un sentier qui est très difficile, puis non, c'est pas nécessairement pour tout le monde. Non, c'est ça. Ouais. Puis, tu penses-tu qu'il y a beaucoup de tout ça, une mini parenthèse, on n'ira pas trop intense là-dedans, mais qui est à cause des réseaux sociaux, que les gens voient que le GR20, ça a l'air facile, ils partent, puis finalement, ils voient ça. Ah, définitivement. Ouais. Ah, oui, c'est clair. La quantité de gens que j'ai vus qui sont juste pas prêts pour le GR20, c'est incroyable. Et je l'ai vu, là, j'avais même pas mis les pieds encore sur le GR20. Je suis arrivé, comme je te dis, au début de la deuxième étape. Ouais, c'est ça. Fait que là, les gens qui finissaient leur journée arrivaient progressivement. Puis déjà là, je me suis fait tout de suite des amis, tout de suite dès le départ. Puis je regardais ce qu'il y avait dans leur sac à dos, qu'est-ce qu'ils trimballaient avec eux autres, le poids de leur sac à dos, ces choses-là. Puis, oh mon Dieu, c'est incroyable. Ça, on va en reparler, mais un des points qui fait abandonner le plus de monde sur le GR20 dans ceux qui abandonnent, un des points principaux, c'est un des points principaux, le manque de préparation et le poids du sac à dos. Tu sais, moi, il y a un des premiers chums que je me suis fait là-bas, je regardais le mec, il se traînait une gamelle, genre, pour 4 personnes, puis le gars, il est tout seul. Tu sais, je veux dire, sa gamelle devait peser 2 livres, là, tu sais. Fait que... non. Mais c'est ça. Fait que les gens, ils arrivent là-bas, puis ils ont une impression des médias sociaux. Tu sais, c'est comme dans n'importe quoi, on voit juste les bons côtés. Oui, on nous montre la beauté de la place. Ça montre le beau, là, mais... Et le monde en crise de panique, là, puis les gens qui pleurent, puis les vues de vidéos, mettons, de gens qui vont vraiment vous dire la réalité, puis vous dire « Oh mon Dieu, tabarnouche, ici, j'ai eu peur, c'est vraiment difficile, tout ça. » Faut vraiment les chercher parce qu'il y en a à peu près pas. Fait que ça donne un faux, honnêtement, en résumé, là, ça donne un faux sentiment de facilité. Ouais, c'est ça. Puis là, les gens s'embarquent là-dedans en pensant « Ah, j'ai juste 7-8 jours de vacances, m'en faire ça en 7-8 jours. » Moi, je l'ai fait. Ce que j'ai fait m'a pris 13 ou 14 jours. Donc, moi, je ne doublais aucune étape. Ouais. Puis, honnêtement, même si ça serait à refaire en autonomie complète, il y a un seul endroit où j'aurais doublé
relativement facilement des étapes. Ouais. Mais sinon, avoir doublé des étapes, pour moi, personnellement, j'aurais trouvé que ça aurait été plate, parce qu'il aurait fallu que je parte hyper tôt, arriver hyper tard, je me serais épuisé, j'aurais pas eu le temps de profiter du sentier. Tu sais, je les ai vus, les gens qui doublaient des étapes, là. Puis honnêtement, la plupart, là, il n'y avait pas de fun, là. Non, c'est ça. Tu sais, je trouvais qu'il n'y avait pas l'air à vraiment en profiter. OK, ouais. Cool. Puis, bon, toi, tu me disais au début que tu l'as fait en mode autonomie. Pourquoi tu as choisi ce mode-là pour le faire? Ben, moi, dans le fond, il y avait un petit peu, tu sais, comme le défi de tout ça. Mais moi, je voulais pas acheter ma nourriture dans les refuges. Parce que, bon, le taux de change avec l'euro, présentement, c'est 1,6, même plus. Ben, c'est ça, il joue entre 1,6 et 1,7. Ben, c'est ça. Ça veut dire que pour chaque dollar chaque euro que tu dépenses là-bas, ça te coûte 1,60 et quelques canadiens. Puis plus, on le sait, là, quand tu es en montagne, tu es dans des refuges éloignés, tout coûte de plus en plus cher. Genre un Orangina, genre comme un genre de Pellegrino. Écoute bien, une fois de temps en temps, je m'en payais un, mais à chaque fois, ça me coûtait 5 piastres, 5-6 piastres. Ici, pour 5-6 piastres, j'ai un pack de 6. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, je peux bien croire, je me suis payé une coupe de repas une fois de temps en temps, mais par contre, quand tu te paies un repas, les portions sont hallucinant. Ouais, c'est ça, tu manges c'est pour deux, fait, c'est fait pour les randonneurs. Ouais. Mais ça reste que non, ça m'aurait coûté trop cher. Toute la bouffe qu'il fallait que je mange au courant de la journée, pour garder ton énergie, acheter des snacks là-bas, ça avait juste pas de bon sens. Puis en plus, il aurait fallu que je me nourrisse pendant 2 semaines de fromage, de saucisson, puis de barres de chocolat. À un moment donné, t'as fait le tour. Là. Fait que j'ai aimé mieux tout amener ma nourriture directement du Québec. Moi, j'avais tout préparer jour par jour ce que j'avais de besoin. Et je me suis laissé des endroits où j'ai fait des drops de une semaine. Moi, je faisais 1 semaine de nourriture à la fois. Fait que moi, j'avais fait des ententes. Il y a des endroits où je dormais dans des refuges, dans des hôtels, à des endroits accessibles. Puis moi, je suis arrivé plus tôt sur l'île. Je suis allé dropper à ces hôtels-là où j'allais coucher. Des ravitaillements. Fait que quand j'arrivais là, ben, ils me laissaient mon ravitaillement parce que j'allais venir coucher à l'hôtel. Fait que là, je prenais ça, puis je pouvais me ravitailler. Puis après ça, ben, il y a tout le côté aussi que le GR20, malheureusement, c'est reconnu pour les punaises de lit. Ouais. Ça fait des années qu'ils essayent de se débarrasser de ça, puis c'est pratiquement impossible. Il y a des années où ils ont changé tous les matelas dans tous les refuges, puis c'est revenu. Puis moi, honnêtement, ça m'intéressait pas. Là. J'ai vu des gens qui se sont fait piquer, ça avait même pas de bon sens. C'est dégueulasse, ça rentre dans ton stock, puis là, après ça, tu traînes ça tout le reste de ton voyage. Fait que moi, il n'y en était pas question. J'avais ma tente, je dormais dans ma tente, je prenais ma douche dans les refuges, pouvoir, comme je te dis, manger un petit repas une fois de temps en temps. Mais pour moi, c'était vraiment hors de question que je dorme là, dans les refuges. Même les tentes de location coûtent quand même un certain prix. Puis ça m'intéressait pas. Le voyage m'aurait coûté le double du prix. Ouais, c'est ça. Puis tu parlais ravitaillement. Toi, ravitaillement, c'était sur l'île au complet, mais est-ce que tu peux t'en faire sur le GR20 aussi, des ravitaux? Ou... Sur le GR20 même, oui, ça serait possible. Il y a il y a 2-3 endroits sur le GR20 qui sont où on traverse des artères principaux. Okay. Parce qu'il y a des montagnes qui sont accessibles. Les gens vont là. Il y a beaucoup de motards là-bas qui font l'île et tout ça. Je pense à, comment ça s'appelle, le col de Vergio, le col de Verdé, où j'ai laissé justement de la nourriture. Col de Verdé est accessible. Col de Vergio, c'est comme genre un peu de station balnéaire. À cet endroit-là, j'ai couché dans un hôtel. Ailleurs, je couchais plus comme... j'étais à des refuges, mais à cet endroit-là, je pouvais laisser un ravito, mais je couchais, mettons, quand même dans ma tente. Okay. Dans toute la traversée de l'île, j'avais 3 ravitaillements que je me prenais. Ouais. J'ai couché dans un bed and breakfast quand j'ai sorti de la fin du Cap Corse. Après ça, j'en ai laissé un justement au col de Vergio, puis après ça, au col de Verdé. OK. Fait que j'imagine des fois, si tu veux, tu peux le faire comme en mode autonomie, le GR20, mais pareil, te mettre un ravito pour juste le GR20, puis des fois, peut-être aussi choisir, bon, est-ce que je prends ma tente, est-ce que je prends le refuge, est-ce que je prends une tente, parce que je pense que c'est ça un peu les 3 options pour le
Oui, l'option, c'est dormir dans ta tente. Tu arrives, il y a des sites, tu t'installes. Soit des tentes, ils ont des tentes, là, les fameuses tentes Décathlon 2 minutes là, qui se montent à ça. Ça, ils en ont des quantités industrielles à peu près à chaque refuge. Il doit y avoir 15 à 20, même des fois plus. Tentes déjà toutes installées sur des bases, tout le kit. Fait que tu arrives, il y a même des matelas là-dedans. Fait que tu arrives avec ton sleeping bag, tu t'installes dans ta petite tente, puis bingo. J'imagine que tu dois avoir moins de chances d'avoir des punaises de lit dans les tentes. Oui, j'ai pas vraiment entendu parler de problèmes de punaises de lit dans les tentes. C'est beaucoup plus dans les refuges. Mais c'est quand même possible. C'est sûr, ça, c'est certain. OK. C'est bon. Puis sinon, au niveau météo, sur l'aventure, ça ressemblait à quoi? C'était chaud, pluie, neige? Moi, je te dirais, j'ai eu de tout. Quand j'étais sur le Cap Corse, moi, je suis quelqu'un, tu me connais normalement, en haut de 25 degrés, je suis pas friand de faire de la randonnée. Mais là, tu sais, on peut jamais, quand on planifie un voyage comme ça, je peux pas décider à la dernière minute d'annuler ça parce qu'il fait chaud. Non, là. c'est ça. Fait faut que tu le fasses avec la météo. Ouais, faut que tu deals avec. Puis moi, malheureusement, j'avais booké ça au mois de mars, genre. Puis là, quand je suis arrivé, moi, j'ai décidé de faire ça à partir mettons, la première semaine, deuxième semaine du mois d'août. Ouais, c'est ça. Puis j'ai fini là, en septembre. Quand j'ai fait le Cap Corse, mon Dieu, j'ai tombé dans une vague de chaleur. Pendant à peu près 4-5 jours, j'ai pogné des températures qui montaient à des avoisinants de 40 degrés Celsius. C'était complètement malade. Fallait partir très tôt le matin. Je finissais assez tôt en début d'après-midi. Mais la température, c'était complètement fou. Fallait que je bois 4-5 litres d'eau par jour. Puis même là encore, c'était pas assez. Quand je suis arrivé sur le GR20, ça, c'était vraiment J'avais énormément hâte d'arriver sur le GR20, mais je me disais, je vais vraiment gagner en altitude. La température devrait baisser. Si je suis chanceux, je vais sortir un peu de la vague de chaleur. Effectivement, c'est ce qui s'est produit. J'ai sorti un peu de la vague de chaleur, quoi qu'il faisait encore quand même chaud. Mais en altitude, la température là, devenait beaucoup plus agréable. Mais les journées où on était très exposé au soleil, sur le dessus des montagnes, c'était chaud, mais c'était quand même tolérable. Ce qui fait à noter, il y a une nuit, ça l'a descendu presque à 0 degré. Moi, je le savais, c'est de la montagne. Mais quand je dis les gens sont pas prêts, des gens qui arrivent là avec des sleeping bags 10 degrés, là, je peux te dire qu'il y en a qui n'ont pas dormi de la nuit. Ils ont vraiment eu froid. Le lendemain matin, là, il y avait plein de monde. Là, il y avait zéro fun, il n'y avait pas de fun. Moi, j'ai sorti de ma tente avec mon sleeping bag 0 degré. J'ai bien dormi. J'étais de bonne humeur, mais comme je te dis, il y en a une gang qui n'était pas de bonne humeur. Puis la fin de la deuxième journée sur le GR20, on est dans le refuge vers 2-3 heures de l'après-midi. Puis à un moment donné, on se met à entendre on regarde dehors, il grêlait. On était littéralement, je pense, le 12, le 13 de août. Puis là, on n'était pas à 2000 mètres et plus. On était comme genre à 1200, 1300 mètres. Ouais, c'est ça, t'es pas si haut. Il grêlait, mais des grêlons gros comme le petit doigt. J'ai vidéo de ça. J'en revenais pas. Puis là, il y a du monde qui ont été pognés là-dedans parce qu'ils doublaient des étapes. Puis j'ai un ami que lui, il disait qu'il y a un de ses chums qui le faisait en mode vraiment rapide, là, fast packing. Il a été obligé de se cacher en montagne en dessous d'une roche pendant 1h30 de temps à cause de la grêle, de la pluie puis des gros vents. Faut pas prendre ça à légère, la météo là-bas. Là. Ouais, ben c'est ça, c'est important, ça change souvent. Comme tu dis, t'as eu du moins 40, et pas du moins, on n'était pas en hiver, mais t'as eu du 40 jusqu'à du 0, là, c'est incroyable. Ouais, non, ça varie beaucoup. La météo n'est pas à prendre à légère. Le best, c'est toujours de partir le matin de bonne heure parce que souvent, il y a eu de la pluie à quelques reprises, mais c'est tout le temps dans l'après-midi. Okay. La météo là-bas est faite comme ça. Si tu finis ta rando avant 1h30, 2h, normalement, t'es correct. Ouais. Moi, il y a eu de la pluie, il y a eu de la grêle, mais de tous les 30 jours que j'ai, 25 jours que j'ai été là-bas, il n'y a pas eu une seule journée où moi,
je me suis fait mouiller. Quand il mouillait, j'étais rendu au refuge, j'étais dans ma tente, peu importe, mais j'ai jamais eu de pluie de tout le temps que j'ai été là. OK, super. Puis c'est ça, mais j'imagine que même si tu prends pas le refuge, tu peux pareil aller comme dans le refuge quand il mouille. Oui, ils ont toujours des salles communes, ces choses-là. On va là, on joue aux cartes, puis bon. Ah, super. Puis là, c'est t'as toute la météo, l'expérience et tout ça, mais si on parle de physiquement, c'est une grosse expérience physique, surtout si on reste un peu sur la portion du GR20, ça doit pas être facile physiquement. Comment t'as trouvé ça, toi? Ouais, non, ben c'est sûr que, bon, en partant, je suis quand même très en forme, mais moi, ce qui était mon inquiétude principale, c'est comme tu le sais, moi, en octobre dernier, je fêtais le 1 an d'un remplacement complet de la hanche gauche. Ouais, c'est ça. Donc, quand je suis allé au GR20, ça faisait même pas 1 an encore, j'approchais du 1 an, mais ça faisait pas 1 an. J'avais fait quand même beaucoup de randonnées, je faisais du gros dénivelé, ça faisait longtemps que j'avais même recommencé à courir, puis tout ça, mais je me disais, ouais, avec un sac à dos de 35 livres sur le dos, pendant 25 jours, le total de mon dénivelé de ma traversée de la Corse, c'était 22 000 mètres de dénivelé positif. C'était en moyenne là, 900-950 mètres de dénivelé positif par jour, plus le négatif. Ce bout-là m'inquiétait. Mais comme je faisais aucune vraiment journée, ma moyenne, c'était autour d'une quinzaine de kilomètres par jour. Ouais, c'est ça, t'as jamais doublé. J'ai pas doublé d'étape, puis même ailleurs sur le GR, j'essayais vraiment. Je voulais en profiter, je voulais que ça soit une belle expérience, mais je voulais être sûr aussi de laisser le temps à mon corps de récupérer. Ouais. Ben, honnêtement, j'ai jamais eu de problématiques physiques. J'ai pas eu de mal de dos, j'ai pas eu d'ampoule, j'ai pas eu mal aux pieds, j'ai pas eu mal à la hanche, j'ai pas eu mal aux jambes, mais la clé aussi de tout ça, c'est que littéralement à tous les soirs, je m'étirais, j'avais ma balle de liège, je me roulais le dessous des pieds, je me mettais la balle sur les fesses, je m'accotais sur un mur, je me roulais le fessier, je m'étirais comme il faut les quads, les jambes, les bras, tout ça. Puis moi, quand je randonne, à toutes les heures, je m'arrête, je dépose mon sac pendant 4-5 minutes. Je prends une petite collation. Ensuite, je remets mon sac, je continue. Quand il y avait de l'eau, des ruisseaux, des rivières, des chutes, tu me connais, je suis tout le temps rendu dans l'eau. Fait qu'au moins une fois ou deux par jour, de la belle eau fraîche, je m'immergeais dans l'eau, je me baignais. Fait que tout ça, moi, je crois très, très sincèrement que ça l'a fait toute la différence. Parce que la quantité de gens que j'ai vus avec des ampoules, mais mon Dieu, là, des ampoules comme j'en ai jamais vu de ma vie. Là. Justement, d'ailleurs, à un moment donné, une petite parenthèse, un gars justement qui faisait de la course à qui j'ai donné, moi je traîne du Kin Tape, là, qui est la plus merveilleuse invention au monde pour les ampoules. Puis j'ai vu des gars là, qui avaient des ampoules grosses comme ça, tu sais, genre 1 pouce de diamètre sur les balles de golf pieds. Quasiment, des balles de golf sur la balle des pieds, entre les orteils, j'ai vu ça. Sur les talons. Sur les talons, le gros comme une... Pas une balle de golf, mais en diamètre là, sur les talons. Tu sais, je veux dire, littéralement, les pieds, c'était quasiment comme juste une grosse ampoule. Puis les gars, ils continuaient à randonner avec ça. Tu sais, je veux dire, c'était juste fou. Fait que physiquement, ça a vraiment bien été. Puis, tu sais, je suis bien content, mais pour que ça aille bien physiquement, ben il y a un paquet de précautions à prendre, puis il faut préparer son voyage en conséquence. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, souvent, les gens, je pense, oublient cette étape-là de comme s'étirer, de s'automassif, des choses comme ça. Même au quotidien, là, moi, je suis un master que je fais beaucoup de sport. C'est quasiment à chaque jour des étirements, des il faut. Puis tu peux le faire en randonnée aussi. Là. C'est pas parce que tu es sur une longue randonnée de 14 jours qu'il faut que tu arrêtes de faire tout ça. Non, faut que tu le fasses. Puis le traitement des pieds aussi, bien traiter ses pieds, s'assurer que nos bas sont bien nettoyés, qu'ils n'ont pas de petits sables dedans, que ton pied est bien nettoyé entre les orteils, les faire sécher. Tu sais, le soin des pieds, c'est important. Puis moi, littéralement, de tout le temps
que j'ai été sur la course. Tu sais, quand il y en a qui disent tu sais, ça donne rien de prendre sa douche, honnêtement, c'est de la bullshit. Là. Ça donne vraiment quelque chose de prendre sa douche. Ça aide mentalement, ça aide physiquement. On est propre, on a moins de sueur sur nous autres. Tout ça. Puis moi, je traînais quand même une certaine quantité de vêtements. Moi, je ne crois pas dans l'histoire d'être dans sa merde, dans les mêmes pantalons puis les mêmes chandails pendant un mois de temps. Non, je lavais mon linge, puis je me lavais, puis littéralement, je pense que j'ai pris une forme de douche quelconque pratiquement à tous les jours. Fait que pis ça aussi, je pense que ça l'a fait une différence. Puis tu sais, c'est ça, des fois, on s'entend que c'est pas partout que tu peux faire ça à chaque jour. Non. Mais tu sais, quand tu as l'occasion de le faire... Faut que tu le fasses. Puis l'eau froide, au niveau du corps, ça fait tellement du bien. Des fois, juste les pieds. Tu sais, quelqu'un qui veut pas nécessairement saucer. Il y avait une fille avec nous autres à un moment donné, mais je me suis fait des groupes d'amis, puis tu sais, elle voulait pas saucer, blablabla, mais je disais... Tu sais, viens au moins dans l'eau, rentre jusqu'aux genoux, mets tes pieds dans l'eau. Je te le dis, ça va tellement te faire de bien. Tu vas nous remercier, là, tu sais. Oui, je suis un fervent promoteur des bains glacés. Oh, oui, D'ailleurs, il va falloir céduler un solstice sauna. Oui. Ah, super. Puis là aussi, souvent, ben là, c'est une traversée d'île comme ça. Tu sais, j'ai Arvin, t'as le nord, le sud. Puis souvent, les gens se posent tout le temps les questions, tu pars par où? J'imagine que, bon, tu sais, les longs sentiers de 6 mois qu'il y a aux États-Unis, il y a une différence à la météo. Là, j'imagine que là, le nord-sud, il n'y a pas une différence niveau météo. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ta direction? C'est quoi un peu les différences? Ben, c'est sûr et certain que la différence, c'est que la section nord, c'est la section la plus montagneuse. C'est la section où il y a le plus de dénivelé positif, négatif, et où les sommets sont les plus hauts. Fait que, tu sais, si tu commences par le nord, ta première journée, c'est 1500 mètres de dénivelé positif. La première journée. Et ça fait juste monter. Ça descend pas, ça fait juste monter. Fait que c'est vraiment raide. Fait que partir du nord a ce désavantage-là que tu commences vraiment, bang, direct dedans, ça te rentre dans le corps. Après ça, le côté sud, lui, va être beaucoup moins montagneux un peu, va monter plus progressivement. Mais, comment je pourrais dire, la décision qu'on a à prendre là-dedans, c'est que, mettons que tu pars du nord, tu vas voir je crois, les plus belles montagnes au début. Fait que si, mettons, il arrive quelque chose que tu dois abandonner, tu as vu, selon certains, la plus belle partie où tu as fait les plus hauts sommets. Par contre, tu commences avec la partie la plus dure. Donc, ça peut te rentrer dans le corps et faire que tu vas peut-être abandonner parce que tu ne pourras pas te faire tes jambes de montagne qu'on appelle progressivement. Ça commence vraiment raide. Là, si tu pars du sud, ben à l'inverse, tu vas pouvoir te faire tes jambes plus progressivement. Mais s'il arrive quelque chose que tu abandonnes, tu n'auras pas vu les plus hauts sommets. Fait que honnêtement, c'est vraiment, je pense, d'adapter ça en fonction de ce que tu recherches, mais surtout, je pense, en fonction de sa forme physique. Moi, je recommande d'arriver, si, mettons, tu veux partir du nord, moi, je recommande d'arriver un peu d'avance. Puis surtout, si tu es quelqu'un qui fait pas souvent de hauts sommets, arriver d'avance, aller peut-être faire 1 ou 2 sommets dans le Cap Corse, tu sais, se faire ses jambes un peu, puis après ça, tu commences. Par contre, ben, si t'es quelqu'un qui est habitué, mettons comme ici en Estrie, tu fais une montagne blanche 2 fois par semaine, tu te le quittes, tu vas arriver là, puis ça va être juste une journée un peu plus dure, mais... Puis moi, souvent, j'aime dire que je commence par le plus dur, fait que comme ça, au moins, une fois que tu as traversé ça, ben le reste, c'est plus facile. Ah, c'est ça, mais tu sais... Tes jambes sont faites, t'es comme, OK, là, la vie est belle. Ben, c'est un peu comme avec le Pacific Crest Trail, il y en a beaucoup qui vont dire que t'es mieux de partir du nord, parce que tu vas vraiment progressivement monter, puis quand tu arrives dans les Sierras, c'est surtout que les Sierras, il y a une montagne là, qui fait quasiment 4000 mètres. Puis ça, ben, il y a un processus d'acclimatation très important à faire. Fait que quand tu montes dans les Sierras, ben, si tu montes pendant plusieurs jours progressivement, ben, quand tu arrives là, tu as moins de chances de scraper ton voyage parce que tu as décidé de partir de
1200, 1300, 1400 mètres, puis monter d'une shot à 4000 mètres, ce qui est hyper dangereux. Puis il y en a qui ont scrappé le PCT après même pas une semaine ou deux. Là, Ouais, c'est ça. Puis là, toi, c'est quelle direction que tu as faite déjà? moi, j'ai parti du nord. Du nord, Ben, ok. du nord. Dans le sens que j'avais pas le choix, parce que moi, je partais du nord de l'île. Ouais, c'est ça. Là, je suis venu rejoindre le GR20, mais moi, écoute bien, après avoir fait tout le Cap Corse, j'avais tombé déjà 8000 mètres de dénivelé et plus dans le corps. C'est Fait ça, que quand fait je suis que- arrivé là, moi, il n'y en avait pas de problème. C'est là. sûr, c'était facile. Ah, super. Mais ben, là, ben, bon, ce côté-là, ça a été plus facile pour toi. Mais toi, c'est quoi, mettons, les difficultés que tu as rencontrées sur le sentier pour toi? Ben, la plus grosse difficulté, mettons, si je prends pas sur le GR20, mettons, de toute l'expédition, honnêtement, ça a été vraiment la chaleur. Là. Ouais. Quand j'ai été dans les grosses vagues de chaleur, ça a été extrêmement difficile. Sur le GR20 lui-même, ce que j'ai trouvé le plus dur, honnêtement, il n'y a pas vraiment quelque chose que j'ai trouvé hyper dur. Je te dirais, la seule chose, c'est les descentes sans fin. Ouais. À un moment donné, je me suis mis à faire des blagues avec les gens avec qui j'allais. Je disais que plus on s'approchait du refuge, plus ils se reculaient, plus ils se sauvaient de nous autres. Je disais que les refuges, ils étaient sur des tracks, là. Puis quand ils voyaient les randonneurs s'approcher, le refuge, il se déplaçait. C'était vraiment un running gag. Tu sais, tu vois le refuge, là. Mais t'arrives jamais. Tu sais, des descentes de 1000, 1200 mètres de dénivelé négatif, mais vraiment littéralement straight, là. Ça fait juste descendre pendant des heures. Ça, à un moment donné, là, ça vient dur. Honnêtement, ça n'a pas été si dur que ça sur mes jambes. OK. Mais mentalement, là, t'es comme, hey man, on va-tu arriver à ce bip de refuge-là? Ça, j'ai trouvé ça solide. Yeah. Mais ailleurs, je te dirais, ça a vraiment été la chaleur. Et avant que j'arrive sur le GR20, la solitude, c'est quelque chose Ouais, aussi. ça doit. Parce que sur le Cap Corse, tu sais, c'est pas un sentier. Tu sais, il n'y a pas un sentier GR qui fait toute la Corse. Il a fallu que je fasse mon chemin. Puis le Cap Corse, déjà là, c'est beaucoup moins connu. Puis je comprends pas pourquoi, parce que c'est tellement beau. Fait que je rencontrais beaucoup moins de monde. Puis des fois, là, je pouvais croiser une seule personne dans la journée. Puis des fois, j'ai été des journées, j'ai pas croisé personne. Puis là, quand tu finis à 1h de l'après-midi, puis que là, tu te couches à 8h le soir, t'as 7 heures où tu n'as rien à faire. Hey, je vais te dire, j'étais content d'avoir des power packs, avoir downloadé de Rookie dans mon téléphone parce que, mon Dieu, je me serais emmerdé longtemps. C'est Là. clair. Ça, ce bout-là, j'ai trouvé ça dur. Mais quand je suis arrivé au GR20, là, puis que j'ai tombé avec plein de monde, puis me faire des petits groupes, puis de gangs pour randonner avec eux autres pendant plusieurs jours, Là, c'est- ça a été génial. Ah, là. super. Donc, t'as pas trouvé le côté, parce que tu parlais tantôt comme technique et vertigineux. Toi, t'as pas trouvé ça trop dur sur le GR20? Oh mon Dieu, non, moi j'étais au paradis. Ouais. Là. Ah non, moi je capotais. Là. J'arrivais là, puis je regardais autour de moi, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je suis au paradis. Là. Plus c'était technique, plus je tripais. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui a le vertige, rien de ça. Puis moi, c'était ça que je recherchais. C'est ça. Mais comme je te dis, pour d'autres, ça a été un véritable enfer. Ouais, c'est ça. Puis pour Faut- moi, ben, j'étais un flot de 3-4 ans C'est d'un ça. magasin de jouets. Là. Ça, parce que comme, moi, je sais que je serais comme toi, mais c'est ça, je pense que les gens, s'ils n'avaient jamais vécu ça, il y a des places, que ce soit en Estrie ou même tu sais, Montagne Blanche, peu importe, où vous pouvez tester un peu le côté vertigineux sur une journée avant de voir est-ce que je m'aventure là-dedans. là. Ben, d'ailleurs, moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé tu sais, qu'est-ce qu'ils me recommandaient, parce que quand j'ai donné la conférence sur le GR20, comment bien réussir son GR20, il y a des gens qui me demandaient tu sais, où tu recommandes qu'on devrait aller s'entraîner justement pour se préparer à ça. C'est sûr et certain que je leur ai dit, t'as pas le choix, faut que tu ailles dans les montagnes blanches, puis vraiment, tape-toi la traversée des présidentielles, Ouais, des c'est choses ça, comme ouais, ça. ouais, c'est des bonnes Ça va expériences. déjà te donner une bonne idée, le terrain se ressemble. Puis après ça, ben, si tu veux vraiment te pratiquer aux sections vertigineuses, faut que tu ailles dans le Maine, faut que tu ailles faire le Mont Catadin, puis faut que tu ailles faire le Knife Edge. C'est ça. Si tu n'es pas capable de faire le Knife Edge, va pas sur le GR20. Parce qu'il y a des journées, tu vas pleurer. Là. Je veux dire, tu vas pas avoir de fun zéro. Là. Puis sinon, bon, ben ça n'a pas été trop difficile pour toi, mais ça serait quoi ton meilleur et pire moment, mettons? Ben, le meilleur moment, je te dirais, c'est
je pense que ça serait dur à battre. Là. Ça a été, je te dirais, le sommet du Mont Cinto, qui est vraiment le plus haut sommet de la Corse. Puis il faut vraiment sortir du GR20 pour aller là. Avant, il y avait ce qu'on appelle le cercle de la solitude. Donc, le tracé du GR20 passait par le Mont Cinto. Mais c'était une section qui était extrêmement dangereuse. Il y a eu des morts à quelques reprises. Puis à un moment donné, le gouvernement, ils ont juste décidé de fermer ça. Maintenant, c'est rendu strictement défendu d'aller là. Si tu veux aller faire le cercle de la solitude, ça prend un permis, puis il faut que tu ailles là avec un guide local. Sinon, tu peux te faire mettre à l'amende, puis en tout cas, des condamnations criminelles, tout ce que tu voudras. Mais le Mont Cinto, lui, est accessible, qui faisait avant, le sentier passait par là. Là, tu arrives en haut du col, puis là, mettons, tu laisses ton sac à dos là, puis là, tu pars, puis ça prend à peu près 1h15, à peu près, se rendre au sommet de Cinto, puis à une hauteur à revenir, parce que c'est hyper technique, des bouts quasiment de l'escalade, mais quand tu arrives en haut de tout ça, c'est incroyable, tu as une vue sur toute l'île, tu peux même voir, tu vois l'Italie, tu sais, tout ça, c'est vraiment, vraiment incroyable. Le moment le plus dur, effectivement, comme je disais tantôt, ça a été vraiment... mais ça, c'est pas sur le GR20. Fait que moi, la solitude, j'ai trouvé ça dur. Mais sur le GR20, ce que j'ai trouvé le plus dur, ben je pense que j'en ai parlé peut-être un peu tantôt. Le moment les plus durs, là, je pense vraiment, là, justement, à la journée du Mont Cinto, quand on a redescendu. Le refuge, on y arrivait juste jamais. Là. Puis là, à un moment donné, là, je commençais vraiment, en bon québécois, d'en avoir plein de cul. Là. J'avais vraiment hâte c'est vrai, par exemple, qu'une photo, tout le monde ensemble, par exemple, ça serait cool. Vraiment dur. T'as pas eu une petite histoire avec ton téléphone aussi? Ah, mon Dieu, oui. Ben, j'ai pas... Ça, c'était pas vraiment un moment difficile. Okay. Mais oui, mais ça fait vraiment partie de la game. Tu sais, je filme avec mon téléphone, puis tu sais, je mettais toujours mon téléphone dans une pochette pour être sûr justement de ne pas l'échapper. Mais à chaque fois que je filme, je rendais avec mon trépied dans la main. Fait qu'il fallait quand même que je sorte mon téléphone de la pochette, que je le mette sur le trépied, que je filme. Fait que la transition entre la pochette puis le trépied, ben il y a des fois, à un moment donné, il y a des manipulations qui se font. Puis, ben j'ai échappé mon téléphone. Puis, comme je vous l'ai dit, c'est un sentier qui est hyper rocailleux. Mais évidemment, t'avais beau avoir un case de protection, la loi de Murphy, il tombe jamais du côté du case. Il tombe toujours du côté de la vitre. Puis, évidemment, il y avait une grosse roche, genre dans 10 pieds carrés. Puis, il a fallu qu'il tombe sa roche. C'est une roche magnétique qui attire le téléphone. Ah oui, exactement. Fait que le téléphone a tombé sur l'écran, sur la roche. Le téléphone lui-même fonctionnait encore, mais l'écran ne fonctionnait plus. Donc, je pouvais plus rien faire sur mon téléphone. Fait que pendant 3-4 jours, il avait fallu que je filme avec ma GoPro, d'où l'importance quand tu réalises des films d'avoir un backup, puis même 3. Fait que j'ai filmé avec ma GoPro. Puis après ça, je suis arrivé à Vidzavona où je pouvais descendre avec un train en ville. Il y avait un magasin Orange. Je suis parti. Je suis arrivé là le matin très tôt pour prendre le train de 10h30, descendre de Vidzavona, changer mon téléphone. Honnêtement, j'ai jamais magasiné un téléphone vide de même de ma vie. J'ai dit fuck off, je mets ça sur les assurances. Je suis arrivé là-bas, t'as quoi, blablabla, je veux ça. Je l'ai pogné, j'ai tout recité ça. Puis littéralement, le magasin était à 100 mètres de la station de train. Fait que j'ai fait le téléphone, mis ça là-dedans, repris le train, retourné. Puis après ça, j'ai pu continuer mon voyage avec un téléphone neuf. Mais ouais, c'était pas le fun comme expérience, mais c'était pas une affaire, c'était pas dur, tu sais. Non. OK, c'est bon. Fait que sinon, si on parle d'équipement, on a beaucoup d'épisodes de podcast qui parlent d'équipement en général. Toi, sur le GR20, si tu avais à choisir une pièce d'équipement qui serait importante, ça serait laquelle? Les bâtons. Ouais. Ah, les bâtons. Moi, quand je voyais du monde là-bas, pas de bâton, j'en revenais pas. Si vous voulez préserver vos articulations, particulièrement sur les descentes qui sont très, 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 très longues, et vraiment pour vous aider dans les montées, encore une fois, parce que les montées et les descentes sont hyper agressives. Puis le nombre de fois où j'ai perdu l'équilibre, j'étais mauditement content d'avoir mes bâtons. Parce que pas de bâton, tu perds l'équilibre. Là, oublie ça, c'est fini. Tu déboules. Puis tout ça, même que dans mon livre à moi, ça devrait carrément être obligatoire.
Oui, les bâtons, clairement, je dirais numéro 1. OK. Puis, tu sais, j'ai publié à plusieurs reprises des études, dont une que j'avais publiée dernièrement, qui a été la meilleure étude qui a jamais été faite sur l'utilisation des bâtons. Puis, ils ont vraiment prouvé, hors de tout doute raisonnable, que vraiment, les bâtons, c'est entre 20 et 30 de charge que tu enlèves sur tes articulations. Puis, je pense le seul point qui restait à détruire, que les gens disaient, ben les bâtons, oui, tu vas prendre les bâtons, mais tu vas dépenser plus d'énergie à cause que tu prends des bâtons. Ça a été complètement démoli dans la dernière étude. C'est globalement, tu ne dépenses absolument même pas 1 kJ d'énergie de plus. Tu déplaces tout simplement ton énergie Ouais, c'est ailleurs. ça. Parce que si tu enlèves 25-30 mettons, sur les jambes, tu vas mettre 25-30 sur les bras. c'est ça. Que si tu n'as pas de bâton, tu te sers pas à peu près anyway. Ouais. Fait que ça vient vraiment améliorer beaucoup. Fait que oui, les bâtons, oui, de loin, je pense, l'affaire la plus importante. Cool, super. Puis sinon, ben, dernièrement, on a une question qu'on remettait souvent sur les podcasts, fait que je te la pose aussi. Si tu avais à mettre une seule affiche au début du jeu R20, à dire à quoi? Je sais pas, rapidement comme ça, je dirais soyez prêts. Ouais. T'sais, ou ne sous-estimez pas le GR20. OK. T'sais, ça serait vraiment ça, parce que c'est ce que j'ai pu constater le plus sur le GR20, c'est littéralement le manque énorme de préparation que les gens ont. Puis ça, le manque de préparation, je rentre énormément de choses là-dedans. Je rentre qui connaissent pas vraiment le sentier, qui se sont trop fiés aux médias sociaux, donc qui n'ont pas vraiment regardé qu'est-ce qu'était la vraie réalité du sentier. Les sacs à dos trop pesants, les mauvais équipements. Puis surtout, le point vraiment important, c'est le doublage d'étapes. Ça, c'est vraiment la plus grosse erreur que les gens vont faire, de vouloir faire ce sentier-là trop rapidement sans avoir nécessairement l'entraînement ou l'expérience de se taper ce genre de choses-là. Tu sais, regardez les profils. Ouais. Ils sont tous disponibles. Il y a genre 3 sites qui existent littéralement dédiés au GR20. Toute l'info est là de A à Z. Ils vont vous dire comment vous préparer. Puis ils disent, là, la plus grosse erreur, c'est trop faire d'étapes, sac à dos trop pesant. Puis, il faut regarder le dénivelé parce que, tu sais, mettons, faire 1200, 1300 mètres de dénivelé sur 15 km, c'est une chose. Faire 1200 mètres de dénivelé sur 5 km, on est dans un autre univers, là. Fait que ça, c'est l'autre affaire des fois que les gens vont pas regarder. Moi, il y a des journées que j'avais 2 ou 3 jours de suite où je faisais à peu près 8-9 km dans la journée. Je me disais, ça va être mes journées de repos. Puis pourtant, je suis bien préparé, puis tout le kit. Puis, tu sais, je regardais aussi quand même sur les cartes, justement, la courbe du dénivelé. Ça avait l'air, tu sais, quand même bien, tout ça. Mais 800 mètres de dénivelé sur 2 km, là, 3 km, là, des fois, ça rentre dans le corps, là. Super. Fait que malgré la difficulté, c'est un sentier que tu recommandes, mais juste Oui. que les gens soient prêts. Exactement. Je recommande clairement ce sentier-là à tout le monde. C'est une expérience à vivre. Si vous êtes des maniaques de montagne puis de longues randos et tout ça, ça doit faire partie de votre bucket list. Ce n'est pas surfait comme sentier, loin de là. Mais mon Dieu, soyez prêts. Vous avez des questions à poser, écrivez-moi, écrivez-nous. Ça va me faire un plaisir de vous aider à vous préparer là-dedans. Mais oui, faut vivre l'expérience. Super. Fait que moi, c'était tout pour les questions. Fait que, merci, Eric, de ton temps. Ça me fait plaisir. Ça a été le fun de venir. Super. Fait que, mais voilà. Fait que si vous avez envie de faire le GR20, comme disait Eric, n'hésitez pas, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir. Puis là, aujourd'hui, c'est moi qui passais Eric en entrevue, mais prochainement, ça va être Eric qui va me poser des questions. Moi, aussi. c'est ça, on va s'échanger ça. On va s'échanger les rôles. Donc, c'était Joe et Lavio pour Jason Rando. N'oubliez pas de vous abonner, nous mettre des commentaires, de partager. Si on veut que la chaîne grossisse, c'est bien important. Ouais. Fait que merci de votre écoute. Yes, puis, merci tout le monde. bonne rando. À bientôt. Bye bye.